Merci à beaucoup. vous. Merci beaucoup Astou Bentoub. Merci à toute la rédaction pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Soir de campagne. Nous sommes ce soir avec Sidi Ba, porte-parole du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux. Bonsoir Monsieur Ba. Bonsoir Monsieur Diop. Alors, nous sommes également avec Mamadou Amar Ringon, chef du service économie, animateur de la rubrique Yonutol à la radio Futur Média. Rebonsoir Amar. Bonsoir Chérif. Merci. Avec nous également Souleymane Niang. Nous allons éplucher les programmes des candidats. Bonsoir Souleymane. Bonsoir Chérif. Et nous allons parler de l'agriculture. Vous l'aurez compris avec le profil des invités. Quelle évaluation faire du programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise? Notre pays atteindra-t-il l'autosuffisance alimentaire et pas seulement en riz? Quelles sont les propositions des candidats dans ce domaine? On va en parler dans un instant. Nous allons également parler de l'actualité politique. Vous le savez, avec la pause qui n'existe plus, on peut le dire. Les opposants du président sortant ont mis en place un pôle de 4 comme sentinelle vigilante pour la sécurisation du vote de dimanche. Nous sommes en ligne avec Maître Mamad Gueye. Bonsoir Maître. Bonsoir. Alors, Maître, concrètement, le pôle des 4 se substitue de fait à la pause. Est-ce à dire que les candidats, les 4 en tout cas, n'ont pas adhéré à votre cause, même si vous les avez tous rencontrés, je le rappelle? Écoutez, on ne peut pas le dire parce que quand je les ai rencontrés, ils ont tous marqué leur adhésion sans réserve. Dans un premier temps. Ensuite, ils ont matérialisé cette adhésion par la signature de la charte des parties prenantes. Donc, la question de leur adhésion ne se pose pas. Ne se pose pas et pourtant, ils se retirent un peu, ils se démarquent un peu de la pause. Donc, Oui, de manière, comme vous le dites, de facto, en mettant en place un pôle des 4 à qui on a assigné la même mission que la pause. Effectivement, de facto, on a substitué ce pôle de 4 à la pause. Donc ça, effectivement, vous avez raison sous ce rapport-là. Parce que ce sont les mêmes missions et nous pensons qu'il n'y a pas lieu de se marcher sur les pieds. Et nous respectons cette option prise par les 4 et nous en prenons acte. Est-ce que vous la prenez avec un peu d'amertume quand même, tenant compte de l'investissement? Vous avez rencontré le C25 depuis le début. Écoutez, pour être honnête, j'aurais apprécié, à défaut d'être associé, d'être informé, parce que je ne l'ai appris que fortuitement, mais il n'y a aucune amertume. Ce sont des personnes qui avaient accepté de signer une charte, de prendre des engagements. Si ces personnes décident de changer d'option, je respecte leur choix. Chacun prend ses responsabilités. Moi, en ce qui me concerne, je reste engagé et je continuerai à m'investir pour la même cause, parce que c'est pas parce qu'ils ont changé d'option que la cause n'a plus sa pertinence. Et je ferai ma part de travail. Tout en regrettant la démarche quand même. D'une certaine manière, je veux dire, c'est peut-être dans la forme. Et puis voilà, je trouve aussi que la pause, si on avait toutes les parties prenantes avaient respecté leurs engagements, avaient le même investissement, aurait pu faire un très beau travail, parce que il y a des occasions qui ont été loupées à plusieurs niveaux, qui ont été manquées et qui font que c'est dommage qu'on n'ait pas pu mettre en œuvre cette démarche opérationnelle qui aurait pu largement participer à la sécurisation des élections. Alors, exit la pause, bienvenue le pôle des 4 à J-3. Avez-vous des raisons encore de vous inquiéter concernant le processus électoral? Mais certainement, rien n'a changé qui nous pousse à penser que le processus est sécurisé. Au contraire, d'ailleurs, toutes les informations qu'on reçoit laissent penser que le dispositif de hold-up qu'on avait subodoré n'a pas été modifié. Vous n'êtes pas rassuré du tout, hein? Non, il faut beaucoup plus vous rassurer. Je ne suis pas rassuré. C'est la raison pour laquelle je pense que, au-delà des entités qui s'investissent dans la sécurisation, moi je fais un appel à tous les citoyens, parce que c'est le vote des citoyens. Il faut que chaque citoyen, les citoyens s'investissent d'abord pour aller voter massivement.
et aussi veille à protéger leur vote, parce que les résultats doivent refléter l'expression du suffrage des citoyens. C'est quelque chose d'absolument essentiel dans une élection. Très bien. Je vous remercie, Maître Mamada Bagué. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, même Maître Mamada Bagué, qui était en direct avec nous ce soir. Rapide réaction, Souleymane, on sent un peu d'amertume, hein, il a dit dans peut-être pas de l'amertume, une note de déception, la démarche des poules des 4 ans. Nous connaissons Maître Mamada Bagué, très élégant dans son comportement, dans son port. Comme il le dit, il aurait apprécié d'être informé formellement de cette initiative. Mais le plus important, c'est que, comme il le dit, aujourd'hui, la sécurisation des élections, du processus en général, et à une phase quand même très importante, on est à quelques jours de l'élection, il y a tout un travail qui a été fait ou qui devait être fait en amont. Il faut espérer que ce travail ait été fait par toutes les parties prenantes, y compris les parties prenantes institutionnelles, la Sénat, la Direction générale des élections, les candidats, leurs mandataires, et d'autres acteurs de la société civile, les organisations de la société civile. Pour le reste, on est à quelques jours de l'élection. Il y a encore quelques jours pour que toutes les autres parties prenantes contribuent à la transparence, à la régularité de l'élection. Mais le plus important, ce sont les électeurs qui se mobilisent, qu'ils aillent voter comme il dit et qui sécurisent leur vote. Qui sécurisent leur vote autant que faire se peut dans leur rayon quand même. Parce qu'il y a des choses qui, n'ayant été faites en amont, ne peuvent être faites le jour de l'élection ou le lendemain, ce sera trop tard. Il reste aux électeurs de se mobiliser, d'aller voter et d'aller voter dans la paix, dans la transparence et dans un esprit, disons, de citoyenneté. Et ça, c'est très, très important. Oui, un peu de déception, mais de la crainte aussi, de l'appréhension par rapport au processus. Espérons que le pôle des 4 sera à la hauteur, parce que pour moi, c'est une démarche qui doit être un peu plus inclusive, et je suis étonné qu'on soit dans une démarche d'exclusion. C'était le moment de fédérer les forces et non pas d'exclure d'une manière ou d'une autre une partie prenante quand même très motivée et très engagée dans le processus. Le pôle des 4 à la coordination, Mamadou Diop Decroix, avant de donner la parole à Mamadou Amar Dione sur les priorités et les attentes dans le domaine de l'agriculture, Sidiba, qu'est-ce que vous pensez un peu du processus? Nous sommes à 3 jours de l'élection. On va parler d'agriculture dans un instant, mais vous avez forcément un avis dans le processus électoral. Je souhaite que le processus électoral se déroule dans la plus grande transparence et qu'il y ait la paix et qu'il n'y ait pas de casse, que les gens aillent voter tranquillement comme l'a dit M. Nian et rentrer chez eux. Et le Sénégal est indivisible et que nous devons laisser les politiques faire le travail et nous, à notre côté, en tant que citoyens, aller voter le jour du vote et rentrer chez nous et attendre les résultats. Souhaitons que le meilleur gagne. Tous c'est des Sénégalais comme vous et moi. Et nous pensons qu'à 4 jours des élections, il y a eu quelques couacs les jours passés et on ne souhaite pas que ces choses-là se répètent. Très bien. Et qu'en Sénégalais, on doit être plus galant que ça. Très bien. Dans un instant, on va aller dans le vif du sujet. Rapidement, Mamadou Amar Dione, dans le domaine de l'agriculture, selon vous, je rappelle que vous animez Yohan Uthol à la radio Futur Média. Quelles sont les attentes et les priorités dans ce domaine primordial? Oui, merci Chérif. Les priorités sont nombreuses, mais nous allons évoquer quelques-unes d'entre elles. La première priorité, à mon sens, c'est d'abord l'eau, la maîtrise de l'eau, parce que on a une culture saisonnière, c'est les 3 mois d'hivernage, quand la pluviométrie n'est pas au rendez-vous, c'est des difficultés à n'en plus finir, donc la maîtrise de l'eau est carrément une priorité pour notre agriculture. Ensuite, il y a plusieurs facteurs également qui entrent en jeu dans le développement. Il y a la recherche aussi, parce que sans recherche, le développement c'est très très difficile. Il faut plus de financement dans la recherche. Également, un environnement assez, je dirais, propice au financement des agriculteurs, au financement des opérateurs privés, puisqu'ils jouent le rôle de médiation. Donc c'est important également que toute la filière soit accompagnée du début à la fin
mais surtout qu'on puisse produire en contre-saison. Ça a commencé à être fait dans plusieurs filières, mais il y a encore du travail à faire dans ce sens. Très bien. Vous avez campé le décor tout de suite. On va au fond des sujets. Alors, Souleymane Niang, allons au fond des programmes des candidats sur ce secteur stratégique de la vie socio-économique du Sénégal. D'abord, voyons la part de l'agriculture dans l'économie, notamment sous l'angle de la contribution à la formation du PIB. Regardez ce graphique avec l'évolution justement de ce PIB depuis l'année 2016 et la projection sur l'année 2019 ainsi que le taux réel projeté pour l'année 2008 parce que les taux sont toujours mis à jour. Alors en 2016, nous avons eu un taux de croissance de 6,2%, 7,2% en 2017, 6,8% attendu en 2018 et 6,9% projeté pour l'année en cours, l'année 2019. Alors en bleu, vous avez la contribution du secteur primaire dans la formation du PIB. Alors, c'est en lecture directe. En 2016, c'est une contribution assez faible. En 2017, vous avez un pic très important, 12,9% du secteur primaire dans le PIB. Et en 2018, vous notez une baisse très nette qui est un peu tendancielle en 2019. Donc, mais quand vous comparez avec les autres secteurs, le secteur secondaire et le secteur tertiaire, vous avez une transformation structurelle. On part d'une tertiarisation de l'économie, c'est-à-dire d'une prégnance du secteur tertiaire, les services, le commerce, le transport, les télécommunications, les services financiers dans l'économie, vers une, comment dire, contribution un peu plus importante de l'agriculture, enfin du primaire dans l'économie, avec ce pic, retenez bien, en 2017, une contribution significative avec des productions quand même assez importantes dans des productions de toutes sortes, hein, les cultures vivrières, de même que les cultures dites industrielles. Professionnel du secteur, vous validez ce diagnostic? Je valide par rapport aux statistiques parce que nous avons une agriculture essentiellement pluviale. Oui. Et la campagne 2017 a été l'une des campagnes les plus pluvieuses, où il y avait moins de dégâts par rapport aux prédateurs, par rapport aux attaques, par rapport à la situation phytosanitaire qui était calme. Et que l'État a eu quand même des efforts en fournissant aussi des intrants et des semences quand même de qualité au niveau du monde rural. Et là, ça a permis quand même et les efforts que nous, producteurs, avons eu à produire, ont permis quand même d'atteindre un certain pic au niveau de la production, que ce soit pour l'arachide et que ce soit aussi pour le riz et que ce soit aussi pour les autres cultures. 2017 donc était une très bonne année. Une très bonne année. Rapidement, Mamadou Mardione. Oui, effectivement, comme il l'a dit, c'est dû à plusieurs facteurs qui peuvent expliquer un peu cette remontée assez impressionnante quand même du secteur primaire. Il y a aussi l'horticulture qui est un secteur réellement très dynamique. On a eu à enregistrer des productions records. La production, elle est toujours là. Maintenant, comment s'inscrire dans la durée, c'est ça la grande question. On va voir maintenant les propositions. Commençons par le candidat Macky Sall. En commençant par le bilan du PSE, puisque le PRACAS a joint le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise. Déclinaison du PSE. Absolument, qui a joué un rôle très important dans les productions records, parce qu'il y avait un accent particulier sur le renforcement de la production et de la productivité à travers la maîtrise de l'eau, etc. Alors, quelques éléments de bilan. 1 11 000 tonnes de riz paddy en 2017. On n'est pas encore au niveau de l'autosuffisance puisqu'il faut 1 600 000 tonnes pour atteindre l'autosuffisance en riz. Mais on n'en est pas loin, en tout cas c'est ce que disent les partisans du candidat Macky Sall. 1 400 000 tonnes d'arachides
et 243 millions de litres de lait, entre autres statistiques qui peuvent être avancées pour l'année 2017, qui est l'année de référence et qui, comparée à l'année 2012, qui est l'année d'arrivée au pouvoir du candidat Macky Sall, marque une hausse très importante dans certaines spéculations ou sur certains produits. Je veux citer par exemple la production aquacole qui a bondi de presque 200% et la hausse de la production de volaille à 85%, 101% de la production d'œufs. Vraiment une année extrêmement faste pour l'économie sénégalaise, même si, il faut le rappeler, d'une part, les statistiques sont contestées par beaucoup d'autres parties prenantes, y compris les candidats qui sont opposés au président Macky Sall. On va le voir. Et comme je le disais tout à l'heure, c'était une année de référence. En 2018, les performances ont continué d'être là. Il y a eu une hausse tendancielle, mais qui a décéléré un tout petit peu. On passe par exemple de 12,9% à 9,4% de croissance. C'est un ralentissement, mais on continue à progresser. Alors, pour l'avenir, c'est le PRACAS 2. La phase 2 du programme d'accélération de la cadence de l'agriculture. Et dans le programme Ligue du président Macky Sall, c'est le lancement de ce PRACAS 2 et un appui à une agro-industrie. Donc, on va faire une transition partant des productions importantes. Il s'agit maintenant, à travers un réseau de PME et une sorte d'aménagement d'un cadre favorable, de passer à la transformation locale de la production. Et pour cela, le président parle d'agro-industrie et la proposition très concrète, c'est la mise en place de 3 agropoles pour les fruits et les légumes, pour la pêche et l'aquaculture, ainsi que pour le bétail. Et dans ces agropoles, il s'agira de mettre ensemble la recherche, la formation, le financement, les producteurs, la transformation, etc., etc. Il y a un test qui a été fait avec la transformation de l'huile et ce test-là a été relativement positif et c'est ça qui doit passer à l'échelle à travers les 3 agropoles proposés par le candidat Macky Sall. Avant de commenter les propositions, juste sur la bataille des chiffres, on l'a entendu beaucoup cette année. Est-ce que vous validez en tant que professionnel du secteur? Bon, la bataille des chiffres, on nous a présenté des chiffres au ministère de la Culture, disant que c'est des chiffres émanant de la FAO, de la banque et d'autres institutions financières indépendantes, du CILS, qui nous ont dit que la production arachidière cette année est estimée à 1 400 000 tonnes. Oui. Là, c'est une bataille GFB. Est-ce que c'est ce que vous voyez vraiment sur le terrain? Sur le terrain, peut-être c'est des chiffres quand même qu'ils ont avancés, qui ont été avancés, mais qui peuvent être toujours revus à la baisse par rapport à certains... Ils ont un peu exagéré, vous trouvez? Non, peut-être que pas exagéré, mais quand même on trouve que si on fait au finish, après avoir ce qui est commercialisé, ce qui est autoconsommé, ce qui est réservé pour l'alimentation humaine, pour l'autoconsommation, on pense que les chiffres, quand même, c'est des choses qu'on peut relativiser. On peut relativiser. On peut relativiser, mais il faut reconnaître quand même que les productions quand même sont devenues beaucoup plus importantes que de par le passé. Ouais. A-t-on atteint le niveau annoncé par les pouvoirs publics? Là, je n'ai pas de moyens de vérifier cela, mais je pense que... Mais vous avez des doutes? On a le droit de mettre quelques réserves par rapport à ça. Et sur les propositions maintenant? Et sur les propositions, nous pensons que c'est des propositions quand même... une fois réalisées, peuvent s'avérer intéressantes, à savoir la transformation de la production. Oui. Là, au niveau du CNCR, nous avons pensé que consommons ce que nous produisons et que là, c'est ajouter une valeur à la production que nous mettons dans le marché, et transformer nos arachides en huile. Et on ne peut pas rêver mieux parce que produire et exporter ne développe pas le Sénégal. Si on veut que le secteur agricole soit le fer de lance de l'économie du Sénégal, il faut apprendre, mettre l'accent sur
la transformation de cette production. En faisant quoi? En installant des unités de transformation au niveau communautaire, au niveau de nos organisations. Je prends l'exemple sur le cadre de concertation des producteurs d'arachide. Oui. Nous avons des unités de transformation communautaire. On va revenir au niveau sur de tout certains cela. villages. Très rapide. Et je pense que les agropoles aussi, c'est une bonne chose. Le fait qu'on mette au moins 3 agropoles au niveau du pays. Fruits de mer. Fruits de mer et légumes, pêche, aquaculture, bétail et produits, agroalimentaire à forte... Comment? Qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans? Valeur ajoutée. À forte valeur ajoutée. À forte valeur ajoutée, oui. Que ce soit pour l'arachide, que ce soit pour les riz, que ce soit pour les cultures industrielles telles que la tomate. Je dis que là, c'est une excellente chose. Très bien. Maintenant, il faut est-ce qu'il y a la mise en œuvre. Oui, c'est là où on peut avoir des problèmes. On va reparler de la mise en œuvre. Mamouna Marnion, est-ce qu'il y a une proposition qui vous interpelle là? D'abord, Chérif, concernant le bilan, la satisfaction, c'est le lait. Le lait qui était versé dans certaines zones où les producteurs, les éleveurs étaient très préoccupés par le sort qui est réservé à cette denrée extrêmement importante. En 2017, effectivement, il y a eu une production extrêmement importante de lait et le ministre de l'Élevage l'a dit, donc on s'achemine vers une autosuffisance en lait dans quelques années. C'est vrai qu'il y a de grands efforts qui ont été faits. Mais sur les chiffres, c'est la DAPSA qui, également, la direction de l'analyse statistique agricole, qui donne des chiffres. Le CNCR a également des moyens de voir un peu si ces chiffres sont exacts ou pas. Ils ont des représentants un peu partout. Mais des efforts sont en train d'être faits. Mais la grande préoccupation, c'est de s'inscrire dans la durée, c'est aussi... la mise en œuvre. Oui, voilà, c'est ça la mise en œuvre. On va progresser avec le candidat Idrissa Seck qui a une particularité, Souleymane, vous allez nous le dire. Alors c'est très intéressant parce que le candidat Idrissa Seck prend comme année de référence l'année 2012, qui n'était pas une année très fameuse, ce qui lui permet de dire que la production agricole était moyenne comparée à l'année précédente, et dans son programme, il parle de l'année dernière, comme si son programme avait été élaboré en 2016. Oui. Mais évidemment, c'est de bonne guerre. Oui. Et la valeur ajoutée à prix constant, c'était à 938 milliards en 2016 contre 904 en 2015, soit une hausse de 3,7% contre 16% entre 2014 et 2015. Certainement, ces chiffres sont vérifiés, mais la référence change complètement la donne et l'analyse de la situation. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est de bonne guerre. Oui. Stratégie politique oblige. Absolument, absolument. Oui. Parlons maintenant des propositions en tant que telles. Alors, on peut classifier les propositions en 3 catégories. Des mesures de soutien au monde rural, avec la création dans chaque zone de développement d'un office de développement rural qui est chargé d'assister et d'encadrer les agriculteurs, de relever le niveau des infrastructures communautaires et de renforcer les organisations paysannes. Donc, encadrement un peu selon... À la encadre d'il y a quelques décennies, mais à peu près la même proposition que les agropoles. Il s'agit de mettre en place un espace favorable justement à l'émergence d'un nouveau type d'agriculteurs assistés financièrement par la formation, par la recherche pour accroître la productivité et la production. Alors, il propose également un programme triennal de recherche concertée sur la valeur, la chaîne de valeur agricole. Là également, c'est le développement d'une logistique agricole qui va de l'achat jusqu'à l'exportation en passant par la transformation, etc. Et ensuite... il y a des propositions de développement, de régénération et de fertilisation des sols. On en parlait tout à l'heure avec M. Ba. Et le choix de filières à appuyer en priorité, et selon lui, ce sont les filières fruits, légumes et fleurs, riziculture, arachides, tomates. Et puis la 3e catégorie, le financement. Il propose un fonds de garantie de calamité et de bonification pour les lignes de crédit adaptées à chaque type d'opération, que ce soit la production, que ce soit la transformation ou la commercialisation. Alors,
en une phrase, ce qu'il a dit à propos de l'élevage, dépasser la tabasquisation, entre guillemets, de l'élevage, en créant notamment des fermes d'élevage et des fermes laitières. Alors, concrètement, sur l'état des lieux, Idrissa Seck ne parle pas de l'année 2017, parce que là-bas, c'est une année qui a été plutôt bonne, donc on va pas en parler. Mais sur les propositions, est-ce qu'il y a une qui vous interpelle? J'aurais aimé quand même qu'ils disent de manière objective ce qui s'est passé en 2016 et 2017, comme année de référence, parce qu'au moins la date, ça fournit des chiffres. Il est d'accord, pas d'accord, qu'on le sache. Et pour ce qui est des propositions, la proposition qui m'agrive le plus, c'est la proposition sur le fonds de garantie et de calamité et de bonification. Pourquoi? Parce que là aussi, le problème que nous avons, c'est le financement de la culture. Le financement de notre culture au niveau de certaines banques classiques qui n'acceptent pas, qui rechignent à soutenir les efforts que nous posons. Je pense que s'il y a ces fonds-là, ça va inciter les banques à financer, à soutenir notre culture. Et ce fonds de bonification et de calamité, s'il existe aussi, il doit être soutenu par une politique d'assurance agricole que les prétendants au pouvoir doivent songer à mettre sur place. Parce que, comme nous l'avons dit tantôt, nous avons une agriculture essentiellement pluviale, et une agriculture essentiellement pluviale, et que les banques saisonnières et la pluviométrie, si elle fait défaut, c'est bonjour, c'est un clash. Et nous pensons qu'il est bon que ce genre de fonds, que ce genre d'assurance soit remis sur pied. Là où je suis un peu inquiet, c'est par rapport à l'utilisation des engrais à l'exportation. Nous pensons qu'aujourd'hui, on doit revoir cette utilisation abusive des engrais chimiques qui ont eu à causer le tort, qui ont eu à détériorer une bonne partie une bonne base de la fertilité de nos sols. Là, nous pensons qu'au niveau de la société civile, au niveau des organisations paysannes, est-ce que les gens, les paysans que nous sommes, ne doivent pas revoir un peu la manière de produire, la manière de conduire, une manière vertueuse de conduire notre agriculture en promouvant les bonnes pratiques agricoles, utilisant moins d'engrais, moins de pesticides, pour pouvoir transmettre aux générations futures ce que nous avons de précieux, qu'est le foncier, qu'est la terre. Très bien. Des terres de bonne qualité, avec des semences paysannes de bonne qualité, pour pouvoir produire la qualité et qui correspond à nos goûts culinaires et qui correspond à nos aspirations et qui correspond à ce que nous voulons avoir dans nos assiettes. Oui, Chérif, c'est vrai, il a touché du doigt également une préoccupation qui était la mienne dans ce qu'on vient de voir avec le candidat Idrissa Seck. Mais moi, ce qui attire mon attention, c'est le programme triennal de recherche concertée sur la chaîne de valeur agricole. Alors ça, c'est vraiment cette recherche concertée, c'est ce maillage qu'il faut entre les instituts de recherche et aussi en chaîne, réfléchir en chaîne de valeur. C'est important pour le développement de l'agriculture parce que simplement ne pas se baser sur une culture de rente, sur telle filière, mais le travail de chaîne qui doit être fait pour porter carrément ce développement agricole. Notamment, il a parlé de fruits et légumes, c'est l'horticulture, j'en parlais tout à l'heure, c'est une certaine dynamique qu'il faut plus valoriser et c'est extrêmement important. Tabasquisation de l'élevage, ça fait sourire, c'est vrai, c'est la façon d'amener... Il veut une vraie politique de l'élevage et non pas une tabasquisation. Voilà. On va avancer avec le candidat Ousmane Sonko. Ousmane Sonko veut faire de l'agriculture le fer de lance de l'économie sénégalaise et pour ce faire, il propose d'abord la maîtrise et la gestion rationnelle de l'eau. Alors, ça va faire sourire certains, mais il remet au goût du jour des projets qui ont été conçus depuis des décennies, notamment le canal du Cayor et la revitalisation des vallées fossiles, n'en déplaise à certains qui agitent les chiffons rouges, mais Ousmane Sonko persiste et signe. Il faudrait que ces projets-là soient réalisés, y compris également le canal du Baol pour acheminer l'eau du fleuve Sénégal vers
ailleurs du pays et les vallées fossiles où cette eau-là ne va pas s'infiltrer, sera emmagasinée pour des usages agricoles et autres. Et il en a parlé encore une fois hier à Ross Béthio. Exactement, exactement. Alors, autre proposition, un barrage anti-sel à l'embouchure du fleuve Casamance pour appuyer la riziculture et les mangroves, comment dire, préserver et développer la mangrove. C'est une proposition qui certainement tient à cœur Ousmane Sonko. Il préconise également la réorientation et une meilleure gouvernance des subventions agricoles qu'il estime inefficiente, inefficace. Il faudrait donc revoir les mécanismes d'appui financier, le financement en tout cas de l'agriculture. Alors, il ramène également l'idée des coopératives agricoles qui, au demeurant, existent déjà, mais il en préconise la meilleure organisation et le meilleur fonctionnement. Renforcement des dispositifs d'incitation fiscale. N'oublions pas que Ousmane Sonko est un inspecteur des impôts et ces incitations et ces financements justement sont pour lui un levier important pour développer l'agriculture. S'agissant de l'élevage, il veut la création de grandes fermes d'élevage, la duplication du modèle du ranch de Doli dans la région naturelle du Sine Saloum et dans la région du Sud-Est. Il sait exactement où il veut répliquer un peu le modèle du ranch de Doli et la création d'espaces aménagés et d'unités d'abattoirs certifiés, de stockage de lait et de traitement également des pots, parce qu'il est également dans cette dynamique de filière et d'exploitation et surtout de capture de la valeur ajoutée sur toute la chaîne de valeur de l'agriculture. C'est en somme, disons, les propositions certaines propositions en tout cas qui nous paraissent les plus importantes, les plus significatives du candidat Ousmane Sonko. Il a pointé du doigt la clé, comme l'a dit tout à l'heure Amar, la maîtrise et gestion rationnelle de l'eau. C'est le vrai problème de l'agriculture. Là, c'est le vrai problème. Effectivement, c'est un problème qui se pose et nous pensons que quand il parle de revitalisation des vallées fossiles, ça c'est un vieux projet qui a été initié avec le Canada, avec le colonel du temps du régime socialiste. Je pense que si on pouvait revitaliser ces vallées-là sans pour autant que tout en étant en bon terme avec nos voisins du Nord, c'est une bonne chose. Mais comment ils comptent s'y prendre? Notamment avec la Mauritanie. Avec la Mauritanie, c'est là le problème. S'ils parviennent à régler cette équation-là avec nos amis de la Mauritanie, nous producteurs dont les vallées fossiles traversent tout le territoire sénégalais, nous allons applaudir de demain. C'est au niveau des barrages anti-sel. Je pense qu'aujourd'hui, l'avancée des terres salées gagne aussi pratiquement toutes les régions du venir de la côte atlantique. Et aujourd'hui, au niveau de la région de Kaolack, une bonne partie de nos terres sont en train d'être gagnées par le sel. Et je pense que le phénomène ne doit pas uniquement se limiter en Casamance. Au niveau de la région de Fatick, au niveau des régions de Kaolack, là aussi nous connaissons ce même phénomène. Je pense qu'il est bon qu'il étende ces intentions-là au niveau de ces régions. Et je pense que pour ce qui est des subventions et des études ont été faites montrant que les subventions n'arrivent pas souvent aux destinataires, aux ayants droit. Là aussi, je pense que s'il peut réaménager, s'il peut réorienter, s'il peut réajuster les choses, là, en soi, ce serait une très bonne chose. Et nous pensons aussi que... Amar, rapidement, la maîtrise de l'eau, il a touché Oui, c'est extrêmement important. Il en a parlé de la salinisation des sols, des terres. Ça, c'est un problème puisque nous avons eu à faire des visites dans certaines zones, Fatick, dans le bassin arachidier, où le phénomène a même obligé à des producteurs de changer de méthode, de changer de filière. Et ça, c'est extrêmement important. S'il réussit en tout cas à étendre ce projet-là dans d'autres zones, comme l'a dit Sidiba, ce serait très bien. Mais aussi la subvention, il a parlé de réorientation et meilleure gouvernance des subventions. Les subventions également sont un problème. Qui bénéficie des subventions? Est-ce les vrais producteurs? Est-ce d'autres
Est-ce que d'autres personnes qu'on appelle les agriculteurs du dimanche qui captent les fonds et les fonds n'arrivent pas chez le producteur qui cultive la terre? Ça, c'est un problème. C'est un problème. On va avancer maintenant avec le candidat Madi Kenya. Parlons d'abord de l'évaluation de la situation par le candidat Madi Kenya qui parle de stagnation dans le monde rural et de crise de la paysannerie, conséquence d'un développement industriel qui a ignoré l'agriculture. Et entre 1960 et 2017, il parle d'une baisse de 30% de la contribution de l'agriculture dans l'économie. Et pour comment dire, corriger la situation, les propositions de Maître Madi Kenya commencent par une révolution agraire qu'il veut courageuse et consensuelle. De façon un peu plus pratique, il propose la mise en place de pôles polytechniques régionaux de développement. Ça nous ramène aux agropoles et à d'autres propositions, notamment d'Idrissa Seck, de mise. Mais c'est une constante dans les propositions. Donc ces pôles techniques, c'est un peu le pendant des agropoles. Alors, la valorisation des métiers de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, sans plus de détails, est plus pratique. Il propose de consacrer 10% du budget national aux investissements dans le secteur agricole. Et ce faisant, il dit que le Sénégal se conformerait aux recommandations de l'Union africaine dans ce domaine. Réduire la dépendance à la pluviométrie en élargissant la politique d'approvisionnement en eau des zones rurales. Il reste à savoir comment, de façon très articulée. Et en ce qui concerne la pêche, un point sur lequel Madi Kenya a passé quand même beaucoup de temps, à consacrer beaucoup d'espace. Il propose de redynamiser la recherche halieutique, la promotion d'une pêche artisanale plus responsable et la conservation, voire le renforcement des parts de marché de la pêche industrielle, notamment en discutant avec les pays voisins, parce que ce sont des ressources qui sont partagées et l'évaluation des accords de pêche fondée sur une approche de précaution et de concertation, ainsi que la surveillance et la protection de nos ressources dans notre zone maritime souveraine. Je vous ai vu faire la moue. Est-ce que vous êtes un peu dubitatif sur ce que vous venez de voir par rapport à ça et que je ne vois pas le secteur de l'élevage aussi qui est un secteur important pour le pays. Bon, s'il a été abordé de manière assez détaillée, mais je sais aussi que avec 10% du budget consacré à l'agriculture, nous pensons que nous voulons plus quand même. Nous voulons plus, nous pensons que l'État peut faire plus. Si on veut aménager, si on veut des investissements structurants au niveau du monde rural, si on veut aménager les bas-fonds, si on veut faire beaucoup de choses, si on veut maîtriser de l'eau, quand même, on doit avoir beaucoup plus d'ambition, dépasser les 10%. Nous, au niveau de la société, combien par exemple? Peut-être à 20%, pourquoi pas? À 20%, parce que si on veut vraiment que la culture nourrisse les Sénégalais, que les Sénégalais nourrissent les Sénégalais, comme l'ont dit nos amis nigériens, 20% du budget national. Au moins 20% du budget national doivent être consacrés au secteur de l'agriculture. L'agriculture au sens large, bien sûr. Et là, je pense que là, avec les 10% qu'ils nous proposent, nous, au niveau de Sincère, nous avons demandé plus par rapport à cet État qui est là parce que nous savons que ce dont nous avons besoin, nos besoins sont importants. Nos besoins sont importants et nos ambitions pour le Sénégal sont importantes. Nous pensons qu'au même titre que l'éducation, au même titre que les problèmes de sécurité, l'agriculture aussi est un domaine, doit rester un domaine prioritaire pour nos États. Très bien. Mme la Marion. Oui, en fait, on s'inscrit dans la globalité. Il n'y a pas beaucoup de détails sur comment, au moins, cette politique va être mise en œuvre. Mais je constate qu'il met l'accent sur l'investissement, sur la formation c'est important également au métier de l'agriculture pour permettre, parce qu'aujourd'hui, le monde a changé, le monde bouge, donc les agriculteurs doivent plus se former aux nouvelles techniques, aux technologies. C'est important de valoriser tout cela et c'est positif. C'est dommage pour vous parce que Madi Kenya n'a pas parlé de numérique dans son programme. Alors on va avancer maintenant avec le candidat El Hadj Issa Sall. Qui pense qu'il faut faire de la ressource en eau une priorité dans le développement de l'agriculture. En cela, il rejoint les autres candidats, en tout cas la plupart d'entre eux. La
centralité de la question de l'eau dans la gestion de la politique agricole. Évidemment, instaurer des fermes intégrées dans chaque commune, ça procède aussi d'une dynamique générale dans le programme du candidat El Hadj Sall, où tous les secteurs doivent faire l'objet d'une décentralisation large, et c'est dans cet esprit-là que cette proposition est faite, et il propose également de consolider et de développer ainsi que d'encourager la pratique des cultures fourragères en tenant compte des spécificités des différentes zones écologiques, et enfin préserver les forêts. Il est l'un des rares candidats à parler de sylviculture. Évidemment, Macky Sall en parle, mais dans un autre secteur, notamment dans sa proposition concernant l'environnement. Mais le candidat El Hadj Sall en parle comme d'un sous-secteur de l'agriculture qui est très très important. La pêche, revoir les accords de pêche et encourager la pêche continentale, l'aquaculture, les fleuves, les rivières, moderniser les équipements de pêche et systématiser la géolocalisation des embarcations, ainsi que la transformation des produits de l'agriculture, de l'élevage plus généralement, mettre l'accent sur la transformation. Le programme de El Hadj Sall a une particularité, c'est que ce sont des points simplement qui ne sont pas développés. Il s'en explique clairement. Pour lui, quand il sera, tout est clair dans sa tête, tout est clair dans son parti, dans sa coalition, lorsqu'il sera élu président, il dévoilera le détail de ce qu'il veut faire. Pour l'instant, on se contente de propositions générales, même si certaines d'entre elles, ces propositions-là, peuvent être plus ou moins claires. Et je pense que, voilà, dans la liste des 100 propositions, voilà les propositions qui concernent l'agriculture. Merci beaucoup, Souleymane. Rapide réaction sur les propositions. Je les trouve quand même salutaires. Oui. Sont quand même très les propositions de El Hadj Sall. Les propositions qu'il a faites sur la préservation des forêts, sur faire de la ressource eau une priorité pour le développement agricole. Je pense que là aussi c'est très intéressant. Et là, nous avons montré que sans la maîtrise de l'eau, rien n'est possible. Et je pense que ces propositions, quand même, s'il parvient à les réaliser, le monde rural va en tirer largement profit. Et surtout les aspects liés à la transformation de la culture, les aspects liés à la transformation des produits agricoles. Nous ne pouvons pas rêver mieux. Et je pense que là aussi, comme vous l'avez à le constater, je pense que s'il met un peu l'accent aussi sur la préservation des forêts en encourageant l'agroforesterie et encourager aussi l'agroécologie comme mode de production nouveau par rapport à ce que nous avons connu dans le passé, c'est quand même une chose quand même qui peut intéresser les paysans, qui peut susciter de l'engouement, surtout pour les générations qui viennent. Il faut qu'elles trouvent ici des aires de production, des types de production qui sont adaptés à nos réalités, qui sont adaptés à nos besoins et qui peuvent bénéficier à ceux qui viendront demain après nous. Très bien. Rapidement, Mamouna Mardiane, sur les propositions de El Hadj Sall. Oui, globalement, effectivement, les autres candidats ont parlé de la ressource en eau, comment la préserver, comment la rendre bénéfique pour notre agriculture. Mais ce que je note, c'est préserver les forêts, encourager l'agroforesterie, quand même, qui est une proposition que je n'ai pas beaucoup constatée dans le programme des autres candidats. C'est important pour l'agriculture, c'est important pour l'environnement, et ça permet quand même d'ouvrir des espaces verts qui vont avoir des rôles extrêmement importants dans la dynamisation d'un secteur aussi important que l'agriculture. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, l'agriculture sénégalaise est essentiellement pluviale et saisonnière. Les plus artificielles, est-ce qu'on peut les prendre comme alternative? On se rappelle de l'opération Baounan. Baounan, mais là, je pense que c'était des plus virtuels. Hein? Moi, j'en ai pas vu du moins. Il n'y a pas eu de Baounan en Ganja chez moi. Et je pense que la meilleure des choses
nous savons que dans l'eau, sous la terre, il y a de l'eau et les eaux de pluie qui tombent. Mais comment les canaliser, éviter qu'il y ait des inondations dans les villes? Et là, je pense que ça, c'est des choses palpables qu'on peut faire et qu'on peut réaliser. Et créer des forages à vocation agricole. Vous ne croyez pas les pluies artificielles? Moi, je n'y crois pas parce que n'ayant jamais vu un pays où ces pluies artificielles ont été faites, peut-être j'ai pas beaucoup voyagé, et bien peut-être je n'ai pas beaucoup lu, mais je pense que les pluies artificielles, le projet Baonan, moi, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas vu des paysans qui ont eu à bénéficier de ces pluies artificielles. Farba Senghor, en tout cas, l'avait bien théorisé, en sous le président Abdoulaye Wade. Oui, avec Abdoulaye Wade, mais c'est un mauvais souvenir, ça, les pluies artificielles. D'ailleurs, quand le projet a été soulevé par Maître Wade, s'en est suivi des réactions, voilà, il n'était pas du tout d'accord avec cette pratique. Mais l'essentiel, comme on le dit, on revient encore à l'ancienne question de la maîtrise de l'eau. C'est essentiel. L'hivernage ne peut plus réguler carrément notre manière de faire, puisque avec les changements climatiques, il y a des perturbations, la pluie assez... Voilà, on l'a vu en 2016. Voilà. Et donc, on est obligé, je l'ai rappelé tout à l'heure, d'injecter encore, par exemple, 7 milliards l'année dernière pour un plan d'adaptation, qui pouvait servir ces 7 milliards à booster la production, à aider à la construction de forages, en tout cas de moyens d'adduction d'eau, et qui peuvent permettre aux producteurs de s'en sortir. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Concrètement, au vu des programmes, est-ce que vous pensez qu'on peut s'appuyer sur l'agriculture comme moteur de croissance, comme le Maroc l'a fait par exemple avec le plan Maroc vert, ou encore la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui, l'agriculture représente le poumon économique de ce pays? Je pense que le Maroc est une référence et un exemple pour nous. Le Maroc est un pays où il ne pleut pas beaucoup, mais pratiquement le Maroc est devenu vert. Ici, on a au moins 3 mois d'hivernage, on peut rendre le Sénégal vert. On peut rendre le Sénégal vert avec une volonté politique bien soutenue, avec un accompagnement de politique agricole bien hardie qui puisse faire développer notre agriculture, notre élevage et nos pêches. Là, je pense que c'est possible. C'est possible, mais il faut que les politiciens y mettent du sien. Il faut que les politiciens s'engagent, qu'il y ait un engagement politique avéré par rapport à ces questions-là. C'est ça qui peut tirer le Sénégal en avant. C'est par cette voie seulement qu'on pourra avoir un Sénégal vraiment, vraiment émergent. Vraiment émergent. Ce sera le mot de la fin. Dernière note de soir de campagne, si j'étais président, avant de retrouver Papa Ngagne Ndiaye. Papa Ngagne Ndiaye. Si j'étais président, nous avons ce soir un président marchand ambulant. école yi ñax yi ma fay gis damay xeex teg sama tànk xar sama tànk tubéy pour mu dañ du ma nekkoon président raay bi dama koy defar mu jugee fii ba Tamba raayu Kaolack bi dama koy dekkalaat mu mën di jaar ay ngeen gi neew maire yooyu yëpp di si dundaat koom-koom bi dama koy yokk du ma nekkoon président jeunesse bi seen semence dama ko fiy dindi danaa xool ni mu ko kiyee du ma nekkoon président sécurité bi dama koy gën a yokk du ma nekkoon président danaa jàppale daal suñu yaay yi nga xam dañuy sonn si teel a yeewu gi dem jënd ji ay jën dikk baana ji affaire yooyu noonu day nekk kii day doon coono du ma nekkoon président transport bi dama siy wax ndax dama koy fixé ndax Sénégal transport bi jaarul yoon lu leen neex la ñuy yebee fu leen neex lañ koy teg loolu daal xam naa dama nekkoon président naa sax sama tànk tubéy am ñoo xam ne amuñ benn diplôme dañuy xëy di wax ne si télé yi dagga santé di jàngal jeunesse bi war a màgg ëllëg di leen jàngal lu ñaaw loolu jaaduwul lu ma nekkoon président loolu dama koy def ndax damaa war a fondement si ndaw ñi. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'était le président marchand ambulant. Merci beaucoup, Souleymane Niang. Merci à vous. Rendez-vous demain. Merci beaucoup, M. Ba. Merci, Chérif. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amar. Merci beaucoup, Chérif, et heureux de te retrouver. Aussi, Souleymane Niang, que je remercie beaucoup. Et aussi Sidi Ba, qui est vraiment un franc collaborateur qui travaille beaucoup avec la presse. Il faut le féliciter et féliciter le CNC. Et clin d'œil à nos téléspectateurs de Bargny. De Bargny, voilà. Merci beaucoup. Aussi. Merci beaucoup à toute la rédaction qui m'a aidé à préparer et à vous présenter cette émission. C'était Soir de campagne. Merci à toute l'équipe de Pierre Da Silva à la réalisation et à Diana Silva à la coordination. Dans un instant, votre émission politique Faram Fatché. Yakarna Pape Ngagne Mingi Tew. Aladji Pape, ñu ngi lay nuyu. Chérif maa ngi lay fay
ay ci kanam tuuti maa ngi profité nuyu Souleymane nuyu votre invité aussi. félicité leen bu baax ci soir de campagne. jërëjëf mu nekk émission bu am solo. je pense que bokk na ci émission yi marqué. campagne électorale bi. vu ci présentation bi. vu aussi ci invité yi nga xam ni ñoom ngeen di invité. donc occasion la aussi pour man. ma profité ci pour féliciter leen bu baax. jërëjëf Faram Facce c'est pour bientôt incha allah. incha allah jërëjëf Pape mën nañu xam say gan ci kanam. waaw tey nag damay am gan bu mag. parce que maa ngi war a recevoir Cheikh Abdou Ahad Mbacké Gaynde Fatma. kooku nag moom mooy représenté APR mën nañu wax foofu ci Touba. donc ci casquette yi ñu war a waxtaanee dafa bëri ku ne xam na situation Touba dafa am solo ci élection présidentielle yi. donc loolu dafay tax aussi ñu recevoir ko waxtaan ak moom ci taxawaayu Touba ci élection yi mais notamment ci wàllu politique bi nga xam ni engagé wu na ci itam. ñu waxtaan ci wàll boobu. donc tey dinañ am gan goo xam ni gan gu mag la ci télévision Futur Média ci Faram Facce Cheikh Abdou Ahad Mbacké Gaynde Fatma lay doon. jërëjëf Pape. jërëjëf Pape ñu lay jaajëfal yow itam ci liggéey bu am solo bi ngay def ci télévision Futur Média Faram Facce nekk rendez-vous tey ji ak référence ci paysage audiovisuel sénégalais. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Restez sur TFM, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.